lundi 28 octobre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est le retour sur le week-end de course qui se déroulait au Mexique et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps de faire la place à notre collaborateur du lundi, l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Une très bonne fin de semaine de course à Mexico. Je m'attendais que tu me dises bonjour en espagnol aujourd'hui. Tu l'as fait au Grand Prix de Monza. Je suis un peu déçu. Ah, ça a été un petit peu plus compliqué de pratiquer mon espagnol, par exemple. C'est ça. À Monza, j'avais eu le droit de l'italien. Je me suis dit Ouais, aujourd'hui, je vais sûrement avoir le droit de l'espagnol, mais finalement, ben, ça sera pour une prochaine fois. Il y a un Grand ouais. Prix d'Espagne l'année prochaine où tu peux toujours travailler ton arabe pour le Grand Prix du Qatar, peut-être. On va essayer de pas trop sonner une poubelle, mais ça devrait être correct. Ça devrait être correct. Tu vas passer ton tour. Il y a On va des peut-être langues qui passer sont, mon tour. il y a des langues qui sont plus difficiles que d'autres. Écoute, on a eu un bon week-end de course dans Mhm, l'ensemble. On a eu un bon Grand Prix, mais on va commencer par la journée du samedi comme on a mhm. l'habitude de le faire. Je m'attendais à rien de moins qu'une très bonne séance de qualification. Non seulement parce qu'on n'avait pas eu trop, on n'avait pas vraiment eu d'informations durant les deux séances d'essai libre. On avait la fameuse période de Pirelli qui testait les pneus. On avait quand même eu un petit avant-goût que Ferrari était pas pire, que McLaren serait encore compétitif, mais du côté Red Bull, là, on n'avait vraiment pas beaucoup d'informations. Verstappen avait été privé de sa première séance, problème moteur. Deuxième séance, la même chose. Donc, pour moi, ça a été un peu une surprise de le voir se retrouver deuxième derrière Carlos Sainz. Mais on va commencer par la pole. Il a eu un très, très bon week-end dans tout l'ensemble au complet. Là, on va en revenir plus tard. Mais ça a commencé le vendredi. Il semblait très fort. Et puis après ça, on arrive en qualification samedi. Tout d'un coup, dans la première, dans la Q1, je pensais que peut-être que c'était plus compliqué pour les Ferrari. On semblait éprouver un peu de difficulté à trouver notre rythme. Puis finalement, là, on l'a trouvé au bon moment, c'est-à-dire en Q3. Et Mhm. Carlos Sainz qui a inscrit deux temps, là, deux temps éclairs pour réussir à sécuriser cette pole position-là pour le Grand Prix de Mexico. Ouais, c'est ça. Très bonne séance de qualification pour Carlos Sainz. C'est sa sixième pole en carrière, avec une belle marge là, de 2 dixièmes d'avance sur Verstappen. Et Martin Sainz, il était dans le top 3 de toutes les séances d'essai Ouais. et dans les trois portions des qualifications. Donc, très en forme, le Carlos, en fin de semaine. Moi, je trouve que ça fait du bien de le revoir au sommet. C'est le fun à voir. On sait que c'est un bon pilote qui est capable de donner des très bonnes performances par moment. Il est très régulier, mais quand il est au sommet de son art, Carlos Sainz, attention, il est dangereux, puis il est le fun à voir aller. Donc, bravo à Sainz pour ce super temps-là. Et pour Verstappen, le deuxième, ben, c'est une continuité de la qualification d'Austin, même s'il y a eu des petits défis, des petits problèmes lors des essais et tout. Mais ça a été une bonne continuité dans la qualification d'Austin, alors qu'il a réussi à tirer le meilleur parti de sa RB20 dans les qualifications. Pour moi, Carlos Sainz, c'est son meilleur week-end de course en carrière. En tout cas, que j'ai eu la chance de voir. Je l'ai vu depuis ses débuts, donc je pense pas que j'en ai Mhm. manqué à travers ça. Tu me corriges si je me trompe, mais je me rappelle pas de l'avoir vu aussi dominant dans l'entièreté d'un week-end de course, là. Ouais, ben, je te dirais, Martin, sinon, vite une petite parenthèse, Ouais. Singapour, l'année passée, ça a été assez solide. Ça a été Oui, assez c'était solide. un beau week-end. Est-ce qu'il y avait eu la pole à Singapour aussi? Oui, il l'avait eu. Oui, Il oui. l'avait eu aussi. Oui, c'est vrai que Singapour, puis on pourrait rajouter le Grand Prix de Mexico avec ça, là, c'est ces deux gros week-ends de course Mhm. en fin puis il réussi à sécuriser la pole, la victoire. De l'avoir vu aussi dominant le vendredi aussi. Moi, je l'avais prédit en pole. C'était peut-être un peu audacieux puisqu'il n'en avait pas eu depuis le début de la saison. Ça remontait quand même à 2023. Tu le mentionnais justement, Singapour, sa dernière pole. Puis là, tout d'un coup, en 2024, il n'y en a pas. Mais en même temps, c'était pas trop audacieux de le nommer quand on avait regardé les séances de scellé, puis on voyait à quel point qu'il semblait en parfait contrôle de sa monoplace. Ce qui m'a impressionné un peu, c'est non seulement, ben, c'est de se dire un peu, il dit
deux pole positions parce que techniquement, il y a eu le premier tour en Q1, en Q3, pardon, le meilleur temps. Puis après ça, lorsque ça a été sa deuxième essai, ben, il a réussi à améliorer. Donc, quand son ingénieur il a dit que c'était un très, très bon tour, ben, il s'est empressé de le corriger. Il a dit non, deux bons tours. Parce que c'est vrai il a pris des risques aussi. J'ai aimé ça. Il a même pris le temps de l'expliquer qu'il s'était inspiré un peu de ce qui se passe avec, vous savez, le phénomène de la simulation qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, non seulement que c'est rendu il y a des gens qui sont rémunérés, qui c'est rendu un sport, là, les gens qui font de la course de simulation, mais on a aussi beaucoup de simulations en F1. Puis il dit, on cherche surtout à limiter les distances. C'est pour ça que je prenais une ligne un peu différente sur le tracé pour être capable de sauver un peu de la distance, puis on le voyait venir longer le mur à un certain endroit. Ça, j'ai trouvé ça le fun de lui. Il a même mentionné qu'il a regardé un peu comment Norris abordait ses trajectoires, donc il a voulu un peu en prendre la même chose que lui. Donc, ça, chapeau, c'est toujours le fun de voir que non seulement il faut conduire, ça demande énormément d'aptitudes physiques pour piloter une Formule 1, mais ça demande aussi des aptitudes de QI. Donc, il faut avoir un bon quotient de course. Donc, il a bien compris ça. Donc, chapeau à Carlos Sainz pour la fin de semaine. Du côté de Verstappen, eh bien, pour reprendre l'expression de Martin Brundle, ben, c'est une fin de semaine. Ça a été un tour à la max. Parce que d'être capable de composer avec tout ce qui s'est produit autour de son week-end, pas vraiment de pratique, arrive et lorsqu'on envoie les monoplaces en piste pour signer les temps de qualification, ben, dès le début, on le voyait qu'il serait un prétendant possiblement à la pole puisqu'il avait inscrit le meilleur temps en Q1 et ensuite en Q2. Puis après ça, en Q3, ce que j'ai aimé, c'est contrairement à Sainz, Sainz lui-même le mentionnait, j'avais mon temps en pole, j'avais mon temps en poche qui m'assurait pratiquement la pole position. Donc, j'ai pu prendre plus de risques à mon deuxième essai. Mais c'était pas du tout le cas pour Verstappen puisque son premier temps avait été effacé, puisqu'il avait court-circuité deux virages, il avait été à la limite des limites de piste présentement. C'est trop loin des limites de piste. Donc, à ce moment-là, on a effacé son temps. Donc, lui, il s'est retrouvé que ça passe ou ça casse. Et puis, il a réussi quand même à venir placer sa voiture sur la deuxième place, en deuxième position pour le Grand Prix. Ça, j'ai trouvé ça bien de sa part. Et encore là, il nous a prouvé son talent d'être capable de faire ça parce que c'est pas évident lorsqu'on n'a pas de marge d'erreur comme il l'avait en sa possession le présentement dans la qualification. Il se devait absolument d'inscrire un temps compétitif, sinon il partait dixième. Là. Puis ça, c'était vraiment pas l'idéal dans cette course au championnat. Même s'il est dans le siège conducteur, tu ne veux pas laisser une opportunité aussi grande à Lando Norris, qui lui, ben, il a réussi quand même à placer sa McLaren en troisième place. Oui, c'est ça, effectivement. Puis aussi, Martin, il ne faut pas oublier que le tracé de Mexico, c'est le circuit le plus élevé de la saison. Là, on est au-dessus de 2 200 mètres au niveau de la mer, là. Donc, c'est un gros défi sur le plan physique pour les pilotes qu'il faut qu'ils s'adaptent au manque d'oxygène aussi. Donc, ça, c'est très bon aussi de voir les capacités des pilotes. Et on le sait à quel point Verstappen est un très bon pilote. Il a réussi à le démontrer encore une fois. Sainz, oui, a été meilleur, mais on le voit encore une fois que ces pilotes-là sont capables de sortir un lapin de leur chapeau lorsqu'il vient le temps de faire des tours phénoménaux comme ça. Et c'est en fait ce qu'il a réussi à faire Sainz et Verstappen au volant de sa RB20. Ouais, c'est d'aller chercher le maximum de ta voiture quand tu as la Mhm. possibilité. Puis ça, Verstappen, ben, il nous le démontre, même quand il n'a pas la meilleure voiture, il est C'est ça. toujours là. Il est toujours parmi les prétendants à la pole position, peu importe comment qu'on commence un week-end, qu'on commence sur le mauvais pied, qu'on a des problèmes mécaniques ou quoi que ce soit, il réussit quand Mhm. même à bâtir du momentum lorsque c'est le temps. Et ben, c'est ça. Lorsque tu appartiens aux grands du sport, ben, c'est ce que les grands nous ont habitués avec le temps d'être capables d'élever leur jeu d'un cran lorsqu'on arrive dans des situations comme ça. Norris, troisième, Leclerc, quatrième. Beaucoup de difficultés pour Leclerc, ne se sentait pas nécessairement à l'aise dans la voiture lors des séances de Mhm. qualification. Quand même réussi à positionner sa voiture en quatrième place. Lui, il mentionnait que c'était pratiquement la meilleure façon de limiter les dégâts. Il se sentait pas bien, pas physiquement, pas mentalement non plus, mais c'est juste d'être parfaitement à l'aise avec la voiture. Mhm. Donc, ça, il n'était pas capable de l'avoir. Du côté de George Russell, cinquième, ça m'a surpris. Tu le mentionnais aussi, on avait eu une petite discussion au cours de la fin de semaine. George Russell n'avait pas les spécifications avec toutes les améliorations. Quand même réussi à placer sa voiture devant le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui, lui, de son côté, avait tout les nouvelles améliorations, donc avait la nouvelle génération de la voiture Mercedes. Mhm. Pourquoi George Russell ne les a pas? Ben, c'est à cause de ses plus récents accidents.
On a un plafond budgétaire en F1, on le sait, depuis 2021, donc on limite les dépenses des écuries. Donc, lorsqu'on prend bien des accidents et qu'on endommage des nouvelles pièces, ben, le temps qu'on puisse en reproduire d'autres, on n'en garde pas nécessairement beaucoup parce qu'on essaie de pas trop en produire. On veut produire le minimum, mais n'en avoir assez aussi. Puis à ce moment-là, ben là, on n'en avait plus de rechange, donc on était obligé de passer à l'ancienne spécification. Il y a un certain moment du week-end où on disait qu'il roulait avec la spécification de Silverstone, là, montrer à quel point qu'il était Exactement. loin à l'arrière. Est-ce que ça t'a surpris, c'est un peu que George Russell réussit quand même à se placer devant Lewis Hamilton malgré sa voiture qui était pas pareille? C'est sûr aussi, Martin, il faut prendre en considération que Russell, il avait sorti de piste là, lors d'une des séances d'essai. Et là, c'est regagner la confiance. C'est réussir à se remettre sur les rails. On laisse ça derrière. On laisse l'erreur en arrière. OK, c'est terminé, mais on a quand même coûté cher à Mercedes, là. Ça fait deux fois en deux week-ends de course. Ça commence à faire pas mal. Mhm. Sur un plafond budgétaire, là, ça commence à paraître. Mais réussir à terminer en qualification devant son coéquipier, qui est pas n'importe qui est Lewis Hamilton, c'est pratiquement 3 dixièmes d'avance, là. Donc, c'est pas rien. On parle pas d'un centième ou d'un millième. Non, non, quand même 3 dixièmes de seconde d'avance, c'est bon. Je trouve ça bon. Je trouve que Russell a bien performé et toujours prêt à aller chercher le petit gain supplémentaire pour aller se placer devant Hamilton. Hamilton l'a mentionné souvent cette saison. Il dit, je ne m'attends pas à battre Russell cette saison en qualification aussi souvent que je le croirais. Et voilà, encore une fois, Russell tire son épingle du jeu et se place devant son coéquipier. Oui, exactement. Hamilton ben, il se cherche un peu. Il va Ouais. devoir retrouver ses repères assez rapidement parce que l'année prochaine, il y a un dénommé Charles Leclerc qui l'attend dans une Ferrari qu'il connaît déjà bien. Donc, Hamilton va devoir s'acclimater à cette voiture-là. Non Mhm. seulement trouver ses repères le plus rapidement possible, mais après ça, se mesurer à un des meilleurs pilotes en qualification en Charles Leclerc. Pour rien enlever à George Russell, je pense qu'il est excellent. Il est parmi les meilleurs dans les épreuves du samedi. Sauf que Charles Leclerc est une petite coche au-dessus. Donc, j'ai hâte de voir Mhm. ça, là, ce qui va se produire entre Hamilton et Leclerc l'année prochaine. Mais ça, c'est pour un autre dossier. Mais de le voir derrière Russell, s'il y avait un week-end où on aurait pu penser qu'Hamilton aurait pu devancer George Russell, c'était celui-là à cause des spécifications de la voiture. Est-ce qu'on doit Mhm. voir plus loin? Est-ce qu'on doit se demander si c'est pas les améliorations de la Mercedes qui ne font pas, qui ne rendent pas ce qu'on s'attend d'eux? Est-ce que c'est simplement les spécifications du circuit, caractéristiques du tracé de Mexico qui n'ont pas souri à la Mercedes? Ça reste à voir. Si on se rappelle, je te ramène l'année dernière où à Austin, on avait quand même eu un bon week-end de course. Ensuite, Mexique, ça avait été pas trop pire non plus, ça avait quand même bien été. Puis après ça, Brésil, ça avait été catastrophique. Je te rappelle de ça. Ouais. Donc, si la voiture répond pas bien au Mexique, est-ce qu'on j'ai hâte de voir ce que ça va donner au Brésil avec ces deux spécifications-là. Du moins, on a une belle façon de faire l'étude entre notre ancienne voiture et notre nouvelle en ayant deux pilotes avec des versions différentes sur le circuit en même temps. Sauf que il y a fort à parier que Mercedes n'est pas trop satisfait de voir ce genre de résultat-là, puisqu'on a mis beaucoup d'efforts. C'était notre grosse mise à jour de la saison qu'on mentionnait et d'arriver là qu'on a des difficultés, qu'on voit notre ancienne voiture sembler mieux s'en sortir à certains endroits. C'est quelque chose qui fera pas plaisir du tout au département technique de Mercedes. Ce qui va faire plaisir, c'est pour une petite écurie comme Haas, pour un pilote qui en est à ses dernières courses en Mhm. Formule 1, Kevin Magnussen qui signe le septième temps. Ça, j'ai été ben, surpris, oui puis non, parce que je pense que la grande ligne droite au Mexique, à toutes les fois qu'on a des grandes lignes droites, il faut s'attendre à ce que Haas sorte bien, sauf de ne pas voir Hülkenberg en avant de Magnussen pour Ouais, un c'est autre ça. week-end. Il y a quelqu'un nous faisait qui faisait la blague sur notre page Facebook. C'est Eric qui est un fier auditeur du F1 Podcast qui mentionnait peut-être qu'on aurait dû dire à Magnussen plus tôt dans la saison qu'il ne reviendrait pas l'année prochaine, il aurait eu des meilleures performances. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même le fun à voir, Magnussen. Oui, évidemment, là, il est dans ses derniers milles, là. Même lui le sait. C'est étonnant. Je trouve que c'est quand même étonnant de le voir septième parce que c'est pas. Contrairement à Hülkenberg, on connaît la valeur de Hülkenberg lors de l'exercice des qualifications. Magnussen, c'est un petit peu plus compliqué, mais encore là, très belle qualification pour lui après celle du dernier Grand Prix. Donc, 2 Q3 pour Magnussen back-to-back, pardon de l'anglicisme, mais Dos c'est à le fun à dos. voir. C'est le fun. Pardon?
dos à dos. Oui, c'est ça, dos à dos. Et c'est ça, c'est vraiment le fun de voir une écurie, ça, comme Haas qui réussit à reprendre du poil de la bête et à se démener pour aller chercher. Et là, ils sont présents. Là, ils sont à la lutte avec RB, là. Et c'est pas pour rien, là, c'est pour la 6e place au championnat des constructeurs. Donc, c'est une grosse lutte, c'est des gros points, c'est des sous importants. Et c'est là, réussir cette performance-là de la part de Magnussen, qui est souvent un peu plus loin dans les qualifications, mais ça, c'est chapeau pour lui, c'est très bien fait. Et également, bravo à Hülkenberg d'avoir également été dans le top 10. Ben, tout part de ce qu'on vise, hein. Tu mentionnes, on est dans une Mhm, lutte avec RB, mais mhm, on ne s'est même pas satisfait. On n'est même pas satisfait de mentionner RB dans cette bagarre-là. J'ai même entendu des gens de Haas mentionner qu'on voulait aller chercher Aston Martin au classement aussi. Ça mhm, serait tout un accomplissement d'y parvenir. Puis je trouve que c'est une belle mentalité. C'est pas une mentalité qu'on aurait mhm. eue par le passé. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, on se disait chez As, ben, on vise l'année prochaine, ben, on vise l'année prochaine, ben, on vise, c'est tout ce qu'on faisait. On visait toujours le futur, le futur. Finalement, le futur arrivait jamais parce qu'on était toujours en train de courir vers l'avenir puis de dire, puis si on était probablement dans l'ancienne mentalité de As, on serait en train de nous parler de 2026. On serait même pas en train de nous parler de 2024. Mais là, on parle même pas de la saison prochaine, on parle des courses qui nous restent. On veut saisir cette opportunité-là, de venir se glisser au classement devant Aston Martin. C'est sûr que c'est pas un défi facile. On parle de faut marquer le double de points. On a 86 points du côté de Aston Martin. On en a 46 présentement chez As au moment où on se parle. Ça, c'est après la course. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, mais le fait qu'on le mentionne, le fait qu'on se permet de dire que c'est un objectif, c'est déjà tout un changement de mentalité dans l'écurie américaine. Ouais, vraiment. Et je trouve qu'il faut donner beaucoup de crédit à un certain monsieur qui s'appelle Ayao Komatsu, qui est maintenant directeur de l'écurie. Et vraiment, Komatsu, lui qui était dans le département technique auparavant, à tirer le maximum de son écurie, tire son écurie vers le haut. Et là, c'est pas simplement en faisant des déclarations sur Netflix, etc., comme Gunther Non. Steiner le faisait à l'époque, là. C'est un monsieur qui a une tête sur les épaules, qui est là depuis très longtemps et qui réussit à dire à son écurie, là, il faut viser plus haut, il faut viser plus loin. Et si on met les efforts, si on réussit à se concentrer, puis à pas, excusez l'expression, se tirer dans le pied et à manquer des opportunités, ben, on va pouvoir y parvenir. Et c'est ce que Haas réussit à faire depuis quelques courses. Et encore là, en qualification, ça a été bien fait. On parle un peu moins, mais on fait un peu plus d'action. Et C'est au bout ça. de la ligne, c'est ça qui récompense, surtout au niveau du classement. Ça a l'air de rien, mais je le dis souvent, là, c'est 9 millions par position. Donc, d'avoir réussi à sécuriser ou de travailler à gagner cette position-là contre Racing Bulls, ben, c'est 9 millions de plus dans le compte de banque pour l'année prochaine. On sait que Mhm. As, c'est pas une grosse écurie. On a traversé des moments difficiles. Grâce aux nouvelles réglementations en F1, ben, il y a des écuries qui sont capables maintenant de faire de l'argent. On a une association avec Toyota. Donc, on Mhm. peut dire là qu'on commence à voir de la lumière au bout du tunnel pour cette écurie-là, qu'on a souvent remis en question. J'ai été souvent critique envers eux. Je pense que c'était avec raison. Je pense pas que c'était injustifié. Mhm. Mais comme tu dis, Ayao Komatsu, probablement le directeur de l'année. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait du bon travail aussi, mais pour le retour de l'année, là, à Yahoo Komatsu, s'il y avait un titre à donner, on va en parler peut-être au bilan. C'est peut-être intéressant de faire ça, de remettre des Mhm. trophées ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je vous vends la mèche. C'est un de mes prétendants au directeur d'écurie de l'année du côté de l'écurie As. On parle de surprise, de retour, de tirer vers le haut. Mais Pierre Gasly, avec Alpine, huitième encore, Oui. encore un top 10 en qualification. Tu le mentionnes souvent à quel point c'est important, peut-être un peu moins au Mexique, mais de sécuriser une position en piste. Puis après ça, on ne sait pas ce qui peut arriver pendant la course pour essayer d'aller marquer des points. Et Pierre Gasly, là, huitième, très belle performance aussi, là, encore une fois. Oui, effectivement. Puis les évolutions qu'on a apportées chez Alpine semblent fonctionner et c'est pas juste que les évolutions fonctionnent, mais il faut les comprendre aussi. Il faut Mhm. les comprendre pourquoi on est capable d'avoir des gains, on est capable de réussir à performer sur différents types de circuits. Et encore là, Pierre Gasly a réussi à extraire le maximum de son Alpine. Et oui, évidemment, il peut y avoir des concours de circonstances aussi, mais il faut réussir à bien placer un temps de qualification surtout, mettons, en fin de séance pour se dire, il peut arriver un incident, il peut arriver quelque chose, et si on ne réussit pas à faire ce temps-là rapidement, ben, on peut se faire prendre au jeu.
Mais Gasly, ça a été super bien fait. Ça a été excusez l'expression, sur la coche, comme on dit en bon québécois, ça a Mhm. été sur la coche. Et bravo à Pierre Gasly. Encore une très, très belle performance. Lui qui va être le leader de l'écurie alpine l'an prochain avec un nouveau coéquipier. Donc, il prend ses aises tranquillement, pas vite. Réussit à bien se placer dans l'écurie. Et il faut qu'il tire cette écurie-là vers le haut parce que c'est lui qui va être le pilote d'expérience l'année prochaine. Donc, encore une fois, belle performance de Gasly lors des qualifications. Non, c'est ça. Non seulement il faut saisir l'opportunité d'inscrire un temps, il faut être capable de le faire, mais lorsque je vois une Alpine venir se positionner, admettons, devant un gars comme Alex Albon, dans une Williams, avec un moteur Mercedes, on sait que l'épine Mhm. dans le pied du côté de l'écurie française, c'est le fameux Mhm. moteur Renault. Il n'y a pas si longtemps, on vous en parlait, là, c'est la fin de Renault pour la saison 2026. On va arrêter de produire des moteurs de F1. D'être capable quand même de composer avec ça, de se positionner huitième, pour moi, c'est toujours un accomplissement lorsque je vois, surtout quand on sait que le moteur Mercedes, présentement, réussit à propulser une écurie comme McLaren à l'avant du peloton. Donc, de voir quand même que Gasly est capable de faire ça malgré ce déficit moteur-là. Ça nous donnait aussi quelque chose d'intéressant pour la course dimanche, puisque Magnussen et Gasly ont le même nombre de points au classement. Les deux ont accumulé 8 points au cours de la saison. Donc, de les voir un en arrière de l'autre sur la grille, c'est toujours intéressant. Et puis là, non seulement on dit Magnussen est septième, mais Gasly a aussi réussi à battre Hülkenberg. Albon, Mhm. neuvième, Hülkenberg, dixième. Ça aussi, je trouve que ça fait partie de l'accomplissement de Pierre Gasly au cours de ce week-end. C'est effectivement très bon. Et si on continue dans le classement, il ne faut pas oublier les deux RB qui étaient très performantes dans les séances d'essai et dans la Q1 également, qui étaient assez performantes. Moi, je m'attendais personnellement, Martin, à voir les RB dans le top 10. À cause de Je l'année les, je les dernière, attendais. Oui, je trouve qu'ils étaient très véloces, qu'ils avaient le potentiel d'aller signer un très bon résultat en qualification. Malheureusement, le cascadeur, comme tu l'appelles, Yuki Tsunoda, s'est fait avoir. S'est fait avoir, sortie de piste au virage numéro 12. Il s'est retrouvé dans le mur et ça a provoqué l'arrêt de la séance. Et en plus de ça, coup de théâtre, ben, ça a provoqué l'élimination en plus de son coéquipier Liam Lawson, qui lui s'est classé 12e. Donc, à ce niveau-là, on l'a échappé chez Vicard. Je trouve qu'on l'a échappé. ben écoute, je vois de où que tes prétentions pour l'écurie RB viennent. On se rappelle l'année dernière, Daniel Ricciardo avait réussi à positionner sa voiture, si je me rappelle bien, c'était dans le top 5 au Mexique en qualification. Donc c'est sûr qu'on s'attendait que la voiture, même si c'est une nouvelle génération, mais que ça réponde bien. Puis tout au long du week-end, comme tu dis, on avait un certain momentum, là. Ça semblait que la voiture Mhm. pouvait bien répondre. Oui, je t'attends que Tsunoda ne choisit pas vraiment ses moments hein, pour avoir des erreurs Non. comme ça. On y est consenti pour c'est très rare qu'on nomme son nom pour être un possible remplaçant de Sergio Perez chez Red Bull. Christian Horner le mentionne au début du week-end, dire qu'il aura sa chance, il aura un essai, sa première essai à bord de la voiture Red Bull à la fin de la saison à Abu Dhabi. Et quelques heures plus tard, eh bien, il démolit sa voiture et il expulse un de ses coéquipiers aussi par le fait même. Donc, c'est pas des choses nécessairement qu'on veut voir lorsque on veut euh, lorsqu'on veut emmener un pilote dans une grande écurie. Par exemple, on peut se consoler d'une manière, si c'est possible, c'est quand lorsqu'on regarde, puis on dit quand lorsqu'on se compare, on se console, c'est de Mhm. voir qu'une fois de plus, là, je vais un peu plus loin dans le classement, là, parce que le sujet m'emmène là, mais peut-être heureusement pour Yuki Tsunoda, c'est Sergio Perez qui a été encore une fois Mhm. expulsé en Q1. Oui. Vraiment atroce. Vraiment atroce pour, On euh, manque pour de mots Perez. hein, maintenant pour Perez. Ouais. Même, je pense que lui, il manque d'explication. Rendu là, écoute, c'est rien pour arranger à sa situation. C'est rien pour arranger à sa situation, Sergio Perez. Je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant pour Perez. Mais écoute, il y avait l'opportunité d'être devant son public, de réussir à sortir une belle performance, de rebooster son moral, de bien performer chez lui. Aïe, aïe, Ouais, aïe, aïe, aïe. aïe. Aïe, aïe. Ouais, si on ne l'avait pas dit ce mot-là encore cette saison, aïe, aïe. C'est pas Ouais. mal ça. Ah non, Là, on puis, vient de la sortir. oui, exact. Puis, tu sais, je sais que je veux pas rire de ça, mais je sais que son père a eu des problèmes de santé là, après Ouais. le Grand Prix de Bakou, mais des fois, je trouve qu'il rajoute de la pression à son fils. La déclaration ou la non-déclaration de la semaine, ça a été mon fils sera champion du monde un jour. Je sais pas dans quel domaine, mais si c'est en Formule 1,
pense pas, là. Hmm. Puis en plus d'une déclaration comme ça, puis après ça, il se fait éliminer en Q1. C'est bien beau, là, le père de Sergio Perez a été reconnu pour blâmer l'écurie, blâmer Christian Horner, blâmer Max Verstappen, blâmer qu'il n'y a pas la même voiture, toutes les histoires de conspiration qu'on a entendues à travers les saisons, des distractions à comparer. Sauf que là, à un moment donné, là, la meilleure, peut-être le meilleur investissement que le père de Perez pourrait faire, c'est s'acheter un miroir puis en acheter un à son fils aussi, parce qu'il va falloir qu'on commence à se regarder de notre côté, parce que c'est bien beau, on a blâmé tout le monde à travers les saisons, mais lorsque tu n'es pas capable de sortir de la Q1, lorsque ça fait je sais pas combien de Grands Prix que tu te qualifies derrière Franco Colapinto, puis c'est Hmm. rien pour dénigrer le jeune Argentin, c'est juste que je le dis, c'est un jeune Argentin qui a même pas 10 Grands Prix en F1, qui continue de causer des maux de tête à Sergio Perez. Perez, là, c'est rendu qu'il c'est ça. C'est rendu que lorsqu'on le voit en Q3, on l'applaudit. C'est pas normal, là, ça. C'est pas. Quand on est dans une bagarre au championnat, on est dans un moment où on a besoin de lui, puis il se fait expulser plus souvent qu'autrement. Ça, je trouve pas que c'est ça. On pourrait dire, là, on va utiliser ton qualificatif. Aïe, aïe. Fait Ouais. en tout cas, tout ça pour dire Lawson, 12e derrière Tsunoda. Lui, encore là, on va dire 12e par défaut parce que j'ose croire qu'il aurait pu percer le top 10, mais malheureusement, à cause du tête à queue de Tsunoda, il n'a pas pu compléter un tour. C'est venu mettre un terme à la séance. Donc, à ce moment-là, il n'a pas pu se faire justice. Alonso aussi, ne saura jamais vraiment ce qu'il pouvait faire. Je pense pas que c'était un gros week-end pour les Aston Martin. Je pense que c'était plutôt décevant. Sauf que 13e, 14e pour Stroll, est-ce qu'on peut vraiment le critiquer lorsqu'il est si près que ça d'Alonso? Moi, pour ma part, dans ce temps-là, je passe mon tour. Je me Mhm. dis, on s'attend pas à ce qu'il soit en avant de son coéquipier, on veut juste qu'il soit prêt. Donc, 13e, 14e, c'est pas Mhm. l'idéal pour l'ensemble de l'écurie, mais je pense que Lance Stroll, à toutes les fois qu'il est proche, qu'il est près de son coéquipier, pour moi, c'est la note de passage. Ouais, c'est ça. Ben, de toute façon, moi, personnellement, Martin, je ne m'attendais pas à des miracles de l'écurie Aston Martin en fin de semaine. Non. Donc, c'est c'est un moment spécial de voir quand même Alonso arriver au chiffre de 400 Grands Prix. Ça, faut le souligner. Je trouve que c'est une carrière absolument incroyable. C'est sûr que la saison est fort probablement pas celle qu'il aurait souhaité comparativement à l'année passée où ça a été assez exceptionnel comme début de saison, mais là, c'est vraiment compliqué et de le voir galérer là, dans la Q2, ben, c'est sûr que c'est un petit peu désolant pour lui, mais bon, on fait avec le matériel qu'on a chez Aston Martin et Stroll pas trop loin de son coéquipier là-dessus. Et 15e, qui d'autre que Valtteri Bottas? Mais Bottas, je suis sûr qu'il va se réjouir de ça. Avec 15e Ben quand oui. même, là, avec la saison difficile. Je regardais le classement des pilotes encore, il est dernier. Malgré tous les Mhm. pilotes qui ont été utilisés cette année, Bottas est dernier parce que de la manière que ça fonctionne, même s'il y a 0 point, même chose que Guan Yu Zhou, t'es pas sans savoir là, qu'on on fonctionne avec le meilleur résultat de la Mhm. saison. Donc, comme Joe a eu un meilleur résultat que Bottas, mais à ce moment-là, il est bon dernier. Il se bat présentement pour rester en F1, même si à un certain moment, on croyait que c'était peut-être chose faite de ses propres aveux. Certains se sont avancés de dire que ça serait officialisé avant le Grand Prix d'Austin. On en parlait vendredi. Finalement, on est rendu après le Grand Prix du Mexique, puis c'est pas toujours pas réglé du côté de Bottas. Dans une conversation avec notre autre collaborateur, François Goulet, on mentionnait que l'effet Colapinto vient sûrement brouiller les cartes pour Bottas. Donc, il avait besoin d'une bonne performance, de montrer qu'il est encore capable. Et quoi de mieux qu'une séance de qualification pour lui pour se faire justice, là. On sait que c'est son gros point fort, là. Oui, effectivement. Et surtout, et pas pour encore une fois taper sur la tête de Sergio Perez, mais quand tu te fais devancer par une kick Sauber, là, ça commence à être, je dirais l'expression honteux. Je pense que c'est pas trop. Non, Avoir le exactement. niveau de performance de Sauber, là, quand on regarde ça depuis le début de la saison, terminer derrière une Stack Sauber, ça fait mal. C'est un double aïe-aïe. Ouais, aïe, aïe, fois deux. Aïe-aïe fois deux. Le Franco Colapinto, ben lui, 16e, on le mentionne, qu'il pourrait possiblement ravir le poste à Bottas, on ne sait pas. Bon, on le mentionne aussi du côté de Racing Bulls. Et là, tout d'un coup, ben, au moins Bottas se qualifie devant lui, montre un peu, envoie un petit message comme pour dire, ah ben, je suis peut-être pas complètement fini, il m'en reste encore dedans, même s'il y a Mm. des circonstances reliées à ça quand même. Mais malgré tout, Bottas a un bon week-end du samedi, là, une bonne journée relativement le samedi là, de réussir à placer sa voiture là. On peut pas dire la même chose, par exemple, d'Oscar Piastri. Si on Mm. mentionne un peu ce qui s'est passé avec Perez, on n'a pas le choix aussi d'y aller avec Piastri, sauf que c'est pas le même parcours au cours de la saison. Piastri, à Austin, ça n'a pas été l'idéal, avait commis une erreur.
s'est retrouvé avec la voiture, avait quitté les limites de la piste. Finalement, il s'était fait effacer un temps, partait un peu plus loin. Là, finalement, il semblait dans le coup lors de la journée de vendredi. Finalement, on arrive en qualification. Il n'a jamais été capable vraiment de prendre le dessus sur sa voiture. Finalement, il se retrouve 17e dans une course au titre. Là que Ferrari nous met de plus en plus de pression, peut-être qu'on a réussi un peu à larguer Red Bull derrière, mais Ferrari est rentré dans cette partie-là depuis quelques week-ends. Donc, Mhm. Piastri 17e, c'est loin d'être idéal, là. Non, c'est vraiment loin d'être l'idéal. J'ai été assez surpris, honnêtement, de voir ses temps lors de la séance de qualification. Et là, à un moment donné, je regardais, meilleur temps, je crois que c'était 14 ou 15e. Je dis, oh boy, ça va vraiment pas bien là, pour Piastri. Il va Non. falloir ça se remette ça se remette en selle et tout. Et finalement, non, non, rien de ça. Et là, se fait éliminer en Q1. Ça complique son week-end pour le Grand Prix assez sérieusement, mais connaissant Oscar Piastri et son calme légendaire, déjà légendaire à sa deuxième saison, je me suis dit, il y a matière à remonter dans les points, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. On est conscient qu'il n'y avait pas les mêmes améliorations ou Non, la c'est nouvelle ça. mise à jour que son coéquipier Lando Norris, mais de là de le placer 17e, et c'était pas assez substantiel là, pour vraiment expliquer un écart de position comme ça. Il y a eu aussi le fait qu'il n'a pas réussi, jamais réussi à vraiment monter les gommes en température et être capable d'être Mhm. compétitif. Donc non, c'était pas un bon moment. Euh, il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'Oscar Piastri connaît des performances comme ça, il ne nous a pas habitués à ça. Deux week-ends de suite où en qualification, ça va pas si bien que ça. Donc, je me méfierais de lui au Brésil. J'ai l'impression qu'il va connaître tout un week-end, surtout si dans les plans de McLaren, je suis pas certain si on a ça, mais surtout si on a l'intention de faire jeu égal du côté des améliorations et d'apporter aussi ces mises à jour-là sur la voiture de Piastri. Il risque d'être un bon prétendant, là, possiblement, à une pole position ou du moins un top 3, il va vouloir se racheter. 18e Perez, on le disait, je pense qu'on en a déjà assez parlé. 19e pour Esteban Ocon. Ocon, tu me diras si je suis en erreur avec ça, mais ça fait une couple de week-ends que ça va pas super bien. Il n'y a pas les nouvelles mises à jour, là, lui. On n'est pas à jeu égal entre lui et Gasly présentement, je pense, hein? Je sais pas si tu as cette information-là, toi. Moi, écoute, de ce que j'ai pu lire, écoute, je sais pas, je sais pas si je me trompe et tout, Hein? mais je pense qu'il avait les améliorations. Oh, OK. Ça Je va pas pense. bien. OK. Donc là, à voir ce qu'il y en est, est-ce qu'il y a eu un problème avec la voiture? Est-ce qu'il y a encore euh, il y a encore eu un mal à mettre les pneus en température et tout, mais ça fonctionne vraiment pas bien. Ça fonctionne vraiment pas bien pour Esteban Ocon. Et je trouve que c'était une triste fin de parcours pour lui chez Alpine. Là, si ça ne s'améliore pas là, durant les prochaines courses, là, c'est une triste fin de parcours pour lui chez Alpine. Ouais, surtout il avait l'avantage sur quasi à certains endroits, je pense, au niveau des qualifications des courses. Là, j'ai pas Mhm. refait le décompte depuis un certain temps, mais là, en tout cas, c'est certain que là, c'est tout l'avantage à Gasly. Si tu me dis en plus qu'ils sont rendus, là, en tout cas, du moins tu penses croire que lui et Gasly ont les mêmes mises à jour sur leur voiture. Je sais qu'il y a eu des ennuis techniques. Il a décidé de partir de la ligne des puits dans le Grand Prix de dimanche. On va en venir dans quelques instants. Donc, peut-être que ça cachait ça aussi, ces problèmes-là. Mais des fois, lorsqu'on est si loin que ça sur la grille, on en profite pour changer des choses, pour éviter les pénalités ailleurs dans la saison. Donc, ça reste à voir, mais 19e, c'est vraiment pas l'idéal pour lui, comme tu dis, pour ses derniers moments avec l'écurie française. C'est certain qu'il souhaiterait avoir de quoi d'un peu mieux. La seule façon qu'il peut se réjouir, c'est de voir les belles performances de l'écurie où ce qui s'en va, sa prochaine destination, c'est-à-dire Az. Lorsqu'on parle d'être sur la fin, de ne pas avoir une bonne saison, Guan Yu Zhou me vient en tête là, tout de suite, là, il est encore 20e. Je veux pas trop m'étirer sur lui, mais est-ce que tu avais quelque chose à mentionner sur celui qui en est à ses derniers moments en F1? C'est dommage de le voir aussi loin. Si on regarde le temps des qualifications, Ocon, c'est en 1,17, 617 et Joe, c'est le seul dans les 1,18 en 1,18, 0,72. Ouais. Donc, c'est quand même assez considérable là, comme écart, là. Donc, C'est c'est vraiment dommage, mais je pense que son temps à F1 est terminé à Guan Yu Zhou. c'est ce qui complète notre journée de samedi. Maintenant, on peut passer au Grand Prix de Mexico qui avait lieu dimanche.
C'est dimanche en direct de l'Autodromo. Hermanos Rodriguez qui avait lieu le 24e Grand Prix de Mexico et on a eu un bon spectacle. As-tu pensé la même chose que moi, Kevin? Oui, absolument. Ça a été un très, très bon Grand Prix. J'ai bien adoré ça du premier au dernier tour. On a eu un départ avec beaucoup d'action. On s'attendait pas à moins que ça à cause de cette fameuse ligne droite-là qui fait que les Mhm. voitures atteignent euh, une très, très grande vitesse. Après ça, il faut choisir notre point de freinage. À cause qu'on est en altitude, eh bien, on a 25% moins de densité de l'air. Donc, à ce moment-là, moins d'appui aérodynamique. Faut changer notre point de freinage. Parfois, ça peut donner le droit à des erreurs, on juge mal le point et là, on peut être décalé un peu, on peut avoir des collisions. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, peut-être dans ce premier virage-là, puisque on a quand même une belle bagarre au championnat, on joue pour beaucoup. Finalement, ça s'est tout de même bien passé. Il a fallu attendre quelques tours avant que ça commence à chauffer ailleurs. Mais c'est Max Verstappen là, qui a vraiment, encore une fois, lui qui a remporté à 5 reprises le Grand Prix du Mexique déjà, le Grand Prix de Mexico, faut dire, pardon. Mais à ce moment-là, on s'attendait peut-être à le mettre favori pour une sixième victoire, malgré tous les petits ennuis qu'on avait eu du côté de Red Bull. Mais au départ, c'est lui qui a vraiment été le plus rapide là, sur Mhm. son temps de réaction, là. Ça a été tout un départ face à Carlos Sainz. Ouais, ça a vraiment été un super départ de Verstappen. Et aussi, ça a été une course, là, ça a été un drag, là, si vous avez l'expression, là, jusqu'au premier virage. Et là, on a vu Verstappen vraiment étirer le virage pour réussir à amener Sainz vers l'extérieur qui lui a coupé directement par la pelouse. Il a fait du tracteur à gazon directement dans le premier virage. Et ça a été ça a été sans conséquence aussi parce il a dû relaisser la place évidemment par après. Mais il y a eu, et ça, je me suis dit dans ma tête, ça va barder au premier virage. Il y en a une collision. C'est pas en avant, c'est un petit peu en arrière. Yuki Tsunoda qui s'est retrouvé encore une fois dans le mur et ça a provoqué la neutralisation de la course. Mais bon, on va le régler tout de suite, ce petit côté-là, puisque ça s'est Mm. passé au début de l'épreuve. Yuki Tsunoda, encore une fois, on le mentionnait, peut-être pas le meilleur moment, mais au moins à sa défense, c'était pas vraiment de sa faute, là. C'est Non, du c'est ça. côté, c'est un peu tu sais, un décalage de tout ce qui s'est produit. Pierre Gasly a voulu tasser un petit peu à sa gauche, libérer un peu d'espace à l'intérieur. Finalement, il s'est rabattu sur Alex Albon. Alex Albon, finalement, a été obligé de donner plus d'espace à Gasly en se rabattant lui aussi vers sa gauche. Ben, celui qui a été pénalisé le plus au départ à travers tout ça, ben, c'est Tsunoda qui finalement a eu sa collision, mais ça a coûté le Grand Prix à Albon aussi parce que les deux se sont Mhm. retrouvés à être sortis de l'épreuve là, avant même de se rendre au premier virage. Ouais, c'est ça. Vraiment dommage pour les deux. Surtout dans le cas de Tsunoda, parce que il se devait de faire une bonne performance parce que la RB était très performante depuis le début du week-end et il y avait l'opportunité d'inscrire de très bons points lors de ce Grand Prix. Et directement au premier virage, sorti de la course et Albon, quelques mètres plus loin, immobilise sa Williams avec la suspension avant-gauche cassée. Donc, lui aussi qui partait très bien, Albon. Donc, très, très mauvaise opération pour les deux pilotes à ce niveau-là. Surtout que les deux écuries sont dans une bonne lutte, là. Williams contre Alpine et RB face à Haas. Donc, c'est des grosses opportunités qui ont été ratées à ce niveau-là Sur le point de vue équipe pour Tsunoda, sur le point de vue individuel, ben là, ce que ça signifie, aussi. c'est qu'il laissait la place, il laissait tous les projecteurs à Liam Lawson, à place Mhm. d'avoir des comparatifs, de regarder Tsunoda, de regarder Lawson, de regarder Perez. Mais là, à ce moment-là, ben, on avait simplement, on fallait se rabattre sur évaluer Liam Lawson, qui est un prétendant plus sérieux que le japonais pour obtenir possiblement être le remplaçant de Perez l'année dernière, donc l'année prochaine plutôt. Donc, c'est pas vraiment la meilleure situation possible pour Tsunoda avec ce qu'il avait connu samedi. Comme je le dis, la seule affaire, c'est qu'on peut lui mettre les torts, sauf qu'au Mhm. bout de la ligne, le résultat fait que t'es pas dans la course. Ben, tu peux pas te faire justice et tu peux pas répondre, tu peux pas être présentement s'il y a une audition à porte ouverte là, chez Red Bull, donc à ce moment-là, ben, il ne pouvait pas être là, il pouvait pas se faire justice. Tu mentionnais le départ que Verstappen a décalé du côté de Carlos Sainz. J'ai trouvé que c'est comme si tout était bien organisé. Il y a eu tellement eu de conversations cette semaine
il y a des gens qui étaient un peu, puis je les comprends aussi, mais qui étaient un peu mélangés avec toutes les histoires de règlement. On mélangeait un peu des histoires, on regardait, j'ai entendu des gens mentionner, ah ben qu'est-ce qui s'est passé avec Verstappen puis Leclerc dans le départ à Las Vegas, on avait donné une pénalité, c'était pas une situation, c'était une situation complètement différente puisque c'est Leclerc qui avait la position de tête, donc à ce moment-là, quand Verstappen avait voulu le dépasser, il avait été de façon trop agressive, c'est pour ça qu'on avait donné une pénalité, c'était pas son virage, donc il y a eu énormément de mélange à travers tout ça. J'ai entendu plein de versions, plein d'histoires. Tout le monde fait sa propre interprétation des règlements. Je pense que c'est beaucoup plus simple, comme on l'a fait vendredi, d'aller lire les règlements, de chercher à les comprendre, puis après ça, on peut en tirer des conclusions puis faire une analyse. Et on peut vraiment décider d'être soit critique avec les commissaires ou de pas l'être. Aujourd'hui, comme si c'était arrangé, que le destin avait choisi, mais on a eu plusieurs situations qui sont venues nous démontrer et peut-être aider certaines personnes à mieux comprendre ces règlements-là. Si tu me permets, je prends un petit moment pour Mhm. éclaircir ça. Au départ, c'est Verstappen qui a le virage, Sainz est à l'extérieur, donc un peu c'est comme ça s'est produit à Austin. À ce moment-là, Verstappen défend sa position, c'est Sainz qui se retrouve, qui n'a pas techniquement, qui n'a pas le droit d'être là, même si on comprend, là, vous comprendrez qu'il a le droit d'être là, mais il doit soit lever le pied ou sortir de piste pour éviter le contact, puisque le virage appartient à Verstappen, c'est lui qui a gagné le point de corde. Carlos Sainz saisit son opportunité, aurait pu dire, comme on a fait du côté de McLaren et du côté de Lando Norris, dire, ah, j'ai été poussé, donc je court-circuite et je garde ma position. Mais on a bien appris du côté de Ferrari, on a dit non, tu redonnes la position aussitôt que tu peux à Verstappen. Finalement, ça a été payant pour eux. On a réussi à ressaisir la tête de l'épreuve un peu plus tard, là, après la voiture de sécurité qui a été déclenchée par la collision de Albon et Tsunoda. Donc, cette situation-là, une fois qu'elle est éclaircie, qu'on comprend pourquoi ça s'est produit comme ça, là, on a eu plein d'autres échantillons et plein d'autres démonstrations de comment fonctionne le code de conduite en F1. Un code de conduite qui va d'ailleurs être révisé par la FIA suite à la demande des pilotes, parce que oui, ce code de conduite-là est élaboré par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, par les 10 écuries de F1, mais aussi les 20 pilotes. Lorsqu'on entend des gens critiquer ce qui s'est produit au cours du week-end, lorsqu'on entend des pilotes remettre en doute ce qui s'est produit, bien, il faut savoir qu'eux ont accepté ce code de conduite-là. Et là, maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il est temps de peut-être le réouvrir ou rajouter des lignes à tout ça ou de l'adapter un peu au goût du jour. À ce moment-là, c'est ce que la FIA s'engage à faire. Au 14, il y aura une réunion. Concernant ça, on va essayer d'ajuster ça un petit peu et on promet rien avant d'ici la fin de la saison, là, mais on va essayer de présenter quelque chose pour que les pilotes, bien sûr, puissent l'accepter et qu'on puisse aller de l'avant avec ce nouveau code de conduite-là. Ensuite, ce qui se produit, bien, on arrive au virage, si je me trompe pas, c'est virage 8. Virage 8, ce qui arrive, c'est que, non, excusez-moi, c'est le virage 4, la première incident qui arrive. Verstappen est égal à la voiture de Lando Norris au point de corde. Qu'est-ce que ça signifie être égal au point de corde? Ça signifie que le virage appartient aux deux pilotes, aux deux voitures. Donc, Verstappen n'a pas le choix de laisser de l'espace à Lando Norris. Même si Lando Norris est à l'extérieur, comme ils sont les deux égales au point de corde, ben, le virage appartient aux deux pilotes. Mhm. Donc, Verstappen décide de ne pas laisser suffisamment d'espace à Lando Norris de faire comme s'il n'était pas là. Lando Norris se retrouve à l'extérieur de la piste. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça déclenche une pénalité. C'est ce qu'on n'avait pas eu ailleurs lorsque, à Austin, virage 1. L'autre chose aussi que je vais mettre en perspective, il y a bien des choses, là. Il y a des gens que j'ai entendu mentionner, dire, ah oui, mais au virage 1, à Austin, Verstappen avait poussé Norris. Les règlements que je vous présente présentement, lorsqu'on est au premier tour, des fois, c'est différent. On est plus indulgent du côté des commissaires lorsque c'est un début d'épreuve. Et ça a toujours été comme ça. C'est pas juste comme ça parce que le nom d'un pilote ou une écurie, il n'y a pas de favoritisme là-dedans. Parfois, oui, ça arrive au jugement des commissaires, mais normalement, on laisse plus de latitude au pilote au départ. Là, on n'est pas au départ, là, on est au virage 4. Et puis, comme je vous dis, Verstappen ne laisse pas suffisamment d'espace. Et ça résulte en 10 secondes de pénalité. On a été peut-être sévère, mais on a le droit de donner 10 secondes, donc on l'a donné. Le bout où ce que j'ai trouvé que là, on a été doublement sévère, non, c'est le bout où ce qu'il a gagné un avantage à l'extérieur de la piste. C'est là on a jugé qu'il avait gagné un avantage. Si vous vous rappelez, au Grand Prix la semaine dernière, pas si loin que ça, on avait choisi de donner 5 secondes à Lando Norris et là, on est allé pour 10 secondes pour Max Verstappen. Ça, j'ai trouvé un peu sévère. C'était mérité qu'il y ait une pénalité, mais qu'on double la pénalité qu'on avait donnée à Norris. J'ai trouvé ça beaucoup, mais c'est dans le règlement aussi, on a le droit de donner 10 secondes. Et l'autre qui était bien mérité, c'est au virage 8.
tout de suite après cet incident-là, Verstappen veut regagner sa position et décide de foncer à l'intérieur sur Norris. Il le pousse délibérément à l'extérieur et là, on lui donne un 10 secondes aussi. Encore là, c'était pas son virage. Donc, il n'avait pas le droit de venir se saisir à l'intérieur, puis il n'avait pas le droit de le pousser à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair comment que je viens de l'expliquer. Tu peux peut-être ajouter ton côté si toi, ce que tu veux expliquer de tout ça, de ce que tu as compris, et si tu es d'accord avec le fait qu'on va réévaluer le guide de conduite. Moi, je te dirais que je suis d'accord, Martin, de réévaluer le guide de conduite parce que d'un, il y a toujours place à l'amélioration, Mhm. d'un. Et d'un, que tout le monde, que toutes les parties se mettent d'accord pour dire, OK, on fait ça de cette façon-là pour que ce soit sécuritaire pour tous les pilotes parce qu'on s'entend qu'on ne roule pas à 50 km/h, on roule à des vitesses très élevées. Donc, c'est sûr qu'il faut faire en sorte que tout le monde puisse rouler de façon propre, de défendre de façon propre. Oui, ça peut être viril, ça peut être dur à certaines limites, mais il faut que ça soit dans les règles de l'art, comme on dit. Donc, moi, je trouve que c'est important de bien prendre ça en considération et peut-être d'améliorer, de retoucher certaines petites choses. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Pour ce qui est de Verstappen et sa pénalité, ses deux pénalités, donc 20 secondes pour avoir forcé Norris à rouler hors piste. Gagner l'avantage, je trouve pas qu'il a gagné tant d'avantages que ça. C'est pas, je trouve pas tant que ça, mais l'avoir poussé hors piste, ça oui. Ça, je suis carrément d'accord. Je trouve que la FIA voulait passer un message clair aux autres pilotes, autant à Verstappen qu'à Norris, qu'à tous les autres, aux 18 autres pilotes, pour dire là, vous avez joué avec le feu aux États-Unis, on va vous donner une bonne tape sur les doigts si ça continue. Puis Verstappen a joué avec le feu. Il s'est fait avoir, il s'est fait pénaliser. Moi, je trouve que la pénalité est méritée. C'est mon avis. Et je trouve que Verstappen, je m'attendais à ce que Verstappen soit un petit peu plus enflammé que ça après avoir reçu ce message-là radio par Gianpiero Lambiase, son ingénieur. Finalement, il a pris ça de façon assez cynique. Il a pris ça de façon assez cynique. Donc, au moins, c'est pas laissé emporter par ça. Moi, ce qui me surprend, puis que ça devrait pas me surprendre en même temps, c'est qu'on sait que Verstappen, c'est un pilote agressif. C'est un pilote qui Mm. donne tout. C'est un pilote qui donne un spectacle week-end après week-end. Il se présente. Il pourrait y aller de façon un peu plus conservateur, dire, ah, moi, j'ai déjà pratiquement mon championnat en poche. J'ai juste besoin de sécuriser mes points. Je prends pas trop de risques. C'est tout le contraire. On devrait pas être surpris puisque c'est dans son ADN. Mm. Lui, il se présente, il veut courser. Je suis persuadé que dans sa vie de tous les jours, il fait même des courses à l'épicerie avec son panier parce qu'il veut toujours être en avant de tout le monde, il veut toujours gagner tout ce qu'il fait, que ce soit dans ses courses de simulation, que ce soit en F1. Donc, de le voir être aussi agressif, moi, quand je vois des auditeurs, des partisans de F1 être fâchés après ça, je suis conscient qu'il y a une éthique et tout ça, mais au bout de la ligne, on veut des pilotes qui ont une hargne, on veut des pilotes qui se Mm. présentent, on veut des pilotes qui veulent gagner. J'écoutais les commentaires de David Coulthard plus tôt cette semaine, puis je trouvais que c'est vrai que des fois, il faut faire une pause, puis il faut retourner un peu dans le passé. Je le dis souvent, Verstappen, c'est un pilote old school, c'est un pilote de la Mm. vieille école. Et David Coulthard mentionnait les noms d'Ayrton Senna. Il dit, je pense qu'il y a des gens qui ont oublié comment Ayrton Senna pilotait. Oh, Et ouais. puis là, il a dit, moi, j'ai eu la chance d'être contre Michael Schumacher. Puis il dit, vous pensez qu'il arrivait quoi quand on se présentait à l'extérieur d'un virage avec Michael? Pensez-vous que Michael laissait de l'espace? Puis là, tu sais, il a même rappelé un moment où ce que Michael l'avait complètement porté. Il dit, si t'es pas égal à sa voiture, puis même là, c'était limite à ce moment-là, mais si tu gagnes pas le virage contre Michael puis t'es à l'extérieur, je m'excuse, mais il va faire ce qu'il veut avec toi. Il va faire Mm. semblant que t'es pas là. Il se tournera même pas la tête pour te regarder dans ses miroirs. Et c'est certain qu'il va te déporter à l'extérieur du circuit. Donc, c'est pas nouveau, là. Verstappen, il est pas en train de réinventer la course automobile. Mm. C'est souvent ce qui fait la différence entre des champions du monde ou des pilotes qui vont simplement être des prétendants au titre. Tant que, tu sais, puis je veux pas le viser personnellement parce que c'est un bon pilote, mais on prend de l'expérience de nos bagarres. Puis Verstappen en a soutiré de l'expérience de ses bagarres. Il l'a mentionné contre Raikkonen à Austin au Texas. Il avait perdu un podium à cause qu'il avait dépassé à l'intérieur. Maintenant, il change sa façon de faire. Il a perdu une position aussi à Bahreïn en 2021 contre Lewis Hamilton parce qu'il avait dépassé à l'extérieur. Là, maintenant, il essaie plus souvent de gagner l'intérieur et pousser le pilote en dehors des limites de la piste. Est-ce que c'est l'idéal? Ben, c'est le code de conduite qui va être évalué qui va nous dire si c'est l'idéal, mais pour l'instant, c'est ce qu'on demande. Et puis pour les gens
comme je l'ai dit, qui sont un peu perdus à travers tout ça. Ben, aujourd'hui, on a eu l'exemple. Lorsque tu ne gagnes pas ton virage, tu n'as pas le droit de faire ce que Verstappen a fait à Austin. Sauf que selon les règles, il est en droit de le faire lors du dernier week-end de course. Donc, tout ça, une fois qu'on le met en perspective, ben, je suis content des décisions qu'on a prises aujourd'hui parce que c'est venu un peu remontrer l'autre côté de la médaille, de dire, écoutez, il y a une situation, toutes les situations sont un peu différentes, mais il y a toujours le code de conduite, comment on va le voir. Puis là, je dis pas que la VIA fait jamais d'erreur, puis qu'on se trompe jamais, parce que je suis le premier à dire qu'il y en a des erreurs de décision, puis des fois, c'est un peu flou. Sauf que dans ces situations-là, je trouve pas que c'était si flou que ça lorsqu'on prend le temps de regarder comment fonctionne ce fameux code de conduite-là. L'autre problème, puis je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'on en a parlé beaucoup vendredi et tout ça, mais le gros problème demeure qu'on n'a pas les mêmes commissaires à tous les week-ends. Mhm. En fin de semaine, encore là, si on veut chercher un peu le problème de constance, c'est de dire pourquoi quand tu gagnes un avantage à l'extérieur de la piste à Austin, c'est 5 secondes, puis au Mexique, ben, c'est 10 secondes. Ça, c'est le côté qui est dur à dire. Je pense qu'il y a un peu de Johnny Herbert derrière tout ça, qui était probablement un des commissaires en fin de semaine, qui a déjà, que lorsqu'il n'est pas commissaire d'un Grand Prix, ben, son autre passe-temps, c'est parler contre Max Verstappen et vanter les pilotes britanniques. Donc, peut-être que ce côté-là n'aide pas non plus dans ces décisions-là. Mais le fait qu'on n'a pas toujours les mêmes commissaires, c'est justement Johnny Herbert qui le mentionnait, c'est parce qu'on donne seulement 300 $ la journée. Puis c'est pas assez payant. Donc à ce moment-là, on est obligé de faire des rotations parce qu'il y a personne qui veut faire le tour du monde Mhm. pendant 24 Grands Prix pour 300 $ la journée. Et donc ça, pour moi, c'est le plus gros des problèmes qu'on doit s'attarder. On s'est attardé à enlever le point qu'on donne à un pilote lorsqu'il inscrit le tour le plus rapide, mais je pense pas que c'était la priorité là, présentement en F1. La priorité, c'est d'avoir une stabilité et d'avoir les mêmes commissaires week-end après week-end pour que lorsqu'on a des règlements comme ça qui laissent place à interprétation, qu'on puisse aller dans le même sens, là. Ça n'enlèvera jamais l'erreur humaine, mais au moins qu'on peut savoir une certaine ligne de conduite du côté des évaluations, comme je te dis, lorsqu'on est obligé de faire appel à un jugement, là. Oui, c'est ça. Moi, écoute, de mon avis très personnel, je serais d'avis d'avoir un commissaire permanent toute la saison pour dire l'arbitre en chef qui décide s'il y a pénalité ou non dans telle ou telle situation. Ça reste quand même, ça reste une décision humaine. C'est sûr, ça peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est comme dans n'importe quel sport. On peut prendre le hockey, par exemple, ici au Québec. Ça peut être le foot en Europe, mais ça reste que il faut une instance dirigeante qui prenne des décisions, qui établit le code parfaitement. Et je trouve que quand on alterne les commissaires d'une journée à l'autre, ben, d'un week-end de Grand Prix à l'autre, c'est pas toujours l'idéal parce qu'il y a des commissaires qui vont avoir une idée, un point de vue différent sur certaines situations. C'est pas toutes les mêmes personnes qui ont la même expérience aussi ou dans n'importe quelle situation. Ça reste quand même des gens qualifiés, oui, mais on n'a pas la même personne présente à tous les Grands Prix. Et ça, c'est mon avis. Je trouve qu'on devrait en avoir un présent à chaque Grand Prix pour déterminer les actions, s'ils sont pénalisés ou non. Garder une certaine forme de ligne directrice. On Oui. le voit là, juste à travers les auditeurs du F1 Podcast ou les commentaires qu'on peut lire, il n'y a personne qui voit la situation de la même façon. Donc, si on alternait à chaque week-end entre les auditeurs du F1 Podcast, ben, c'est sûr qu'on aurait beaucoup de misère à avoir une certaine stabilité. Lorsqu'on a une personne qui installe le code de conduite, c'est même plus facile pour les pilotes de savoir, OK, lui, il voit ça comme ça, fait que positionne-toi comme ça parce que c'est certain que lui, il tolérera pas ce genre de. Puis après ça, ben, les pilotes peuvent construire là-dessus et bâtir leur attaque ainsi que leur défense en piste à travers ce code-là qui est installé. Sauf que, comme je le dis, à certains endroits, là, les règles ont été respectées, là. Je le vois, comme je te dis, Mhm. la seule place que je trouve qui est un peu spéciale, c'est le 10 secondes versus le 5 secondes. Ça, encore là, il pourrait y avoir confusion là. Mais dans le reste, là, les lignes directrices, lorsqu'on prend le temps de lire les règlements, ça a été respecté, là. On a bien interprété le livre de règlement. Pour le reste, eh bien oui, Norris a quand même réussi à travers tout ça à remonter, dépasser Charles Leclerc en fin d'épreuve. Une erreur de Charles Leclerc dans le dernier virage avant la grande ligne droite. Problème de pneus, ça tenait plus à l'arrière. Il a échappé belle parce que ça aurait pu être la fin d'une épreuve à ce moment-là. Leclerc Ouais. termine troisième. Carlos Sainz, je veux quand même pas passer ça sous silence. Ça a été une très, très belle performance. On l'a dit en début de Mhm. podcast, comme quoi que c'est probablement, moi je mentionnais que c'était son meilleur week-end en carrière, mais tu as bien fait de le souligner. Ça va avec Singapour. C'est ses deux grands week-ends les plus dominants depuis le début de sa carrière. C'est dommage qu'il doit quitter. On l'a
Tu sais, Ferrari, on a décidé de le délaisser. On a décidé de passer par-dessus lui du côté de Mercedes, de pas aller chercher ses services. Et même chose pour Red Bull. Est-ce que ça te fait de la peine, toi, de voir qu'un gars comme ça va se retrouver rien contre Williams? Je pense que Williams, c'est une bonne écurie. On s'en va sur la bonne voie, mais rien à voir avec des écuries du devant du peloton, comme Mercedes, Ferrari et Red Bull. Donc, est-ce que tu trouves ça encore plus dommage de voir Carlos Sainz remporter une épreuve comme ça, nous montrer tout ce qu'il sait faire? De voir qu'il est en train de vraiment d'atteindre son apogée dans sa carrière, mais qu'il va se retrouver quand même avec une écurie qui cherche à retrouver, à retourner pour se battre vers des championnats, là. Ouais, c'est toujours des concours de circonstances, hein, des situations que tel pilote n'attend pas. Et là, oh, coup du sort, ben, il y a un certain Lewis Hamilton qui arrive chez Ferrari. Du côté de Red Bull, on a signé Perez, mais est-ce qu'il va être remplacé? Probablement. Là, Mercedes, on a signé le jeune Antonelli. Euh, McLaren, ça reste statu quo. C'est c'est dommage. Moi, personnellement, j'aurais bien vu Sainz soit rester chez Ferrari ou de s'en aller dans un des 3-4 top teams, là. Moi, je trouve qu'il Hum. a sa place là, mais malheureusement, la situation fait en sorte qu'il se retrouve chez Williams. Par contre, est-ce qu'il va tirer cette équipe-là vers le haut? Moi, je pense que oui. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, c'est un pilote qui a fait beaucoup d'écuries dans sa carrière. Il a connu différentes méthodes de travail. C'est un très, très bon gestionnaire pneumatique, Carlos Sainz. C'est quelqu'un qui a une très bonne intelligence de course, qui est capable de lire la course des autres en même temps que la sienne aussi. Et ça, c'est pas n'importe quoi. C'est très, très fort de pouvoir faire ça. Et Sainz, moi, je suis persuadé qu'il va réussir à ramener Williams vers le haut. Je suis pas inquiet là-dessus. Le smooth operator, qu'on Oui, l'appelle, hein? Et oui. c'est ça. Euh, ben, il remporte le Grand Prix, content pour lui, belle victoire. Il en voulait une avant sa Mhm. fin chez Ferrari. C'est peut-être pas sa dernière. Ferrari se retrouve dans des bons moments présentement. Puis j'ai trouvé qu'il faisait pitié un peu quand il a ajouté. Il dit, je trouve ça encore plus de valeur dans ces moments-ci. Non seulement parce qu'il tire à sa fin avec la Scuderia, mais aussi il dit, je vois que on s'en va dans la bonne direction. On est probablement dans les meilleurs moments depuis qu'il s'est joint à l'équipe. Il dit, ils vont être des prétendants sérieux pour des titres l'année prochaine. Là, on peut même dire probablement pour un titre des constructeurs cette année, parce que on le mentionnait depuis quelques week-ends, est-ce qu'il faut commencer à les prendre au sérieux ou pas? Mais là, ils sont là, ils sont dans la bagarre pour le championnat. Mhm. Donc, lui, là, ça lui fait encore plus mal de voir comme je vais te laisser une voiture où ce que puis tous les pilotes croient qu'ils peuvent devenir champion du monde. Donc, il se dit, je délaisse une voiture que je pourrais peut-être l'avoir, mon titre, et réaliser mon rêve. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça rajoute à cette douleur-là. Lando Norris, deuxième, l'a bien fait dans cette épreuve-là. Il n'a pas gagné, mais il a perdu énormément de temps avec sa bagarre contre Verstappen. C'est aussi tiré dans le pied en partant pas de la pole. Ça, c'est toujours un problème, même si la pole, c'est pas gage de succès pour lui à travers son historique, mais quand même, deuxième, limite, on peut dire limite les dégâts, mais quand même prend un certain avantage. Si on regarde le classement présentement des pilotes, ben il avait 57 points de retard, si je ne m'abuse, au début du week-end, le Mhm. maintenant rendu à 47 points de retard. Le petit Mhm. problème, là, je vais prendre la relève. Je sais que tu aimes ça l'habitude de péter la ballonne au monde, là, puis leur dire tout ce que ça prend pour que Norris devienne champion du monde. Mais là, on parle de 11 points et demi par Mhm. week-end. 11 points et demi, ça n'existe pas. Donc, on va dire 12. Ça prend 12 Mhm. points à tous les week-ends d'ici la fin de la saison. Il en a récolté 10 de plus aujourd'hui. Donc, même là, avec une performance comme ça, où Verstappen termine sixième, c'est en dessous de ce qu'il doit accumuler pour devenir champion du monde. Est-ce que, en date d'aujourd'hui, tu crois encore en ses chances? Bien sûr, mathématiquement, il y en aura toujours et tout peut arriver. Mais si je te demande, toi, aujourd'hui, Kevin Fontaine, est-ce que tu penses que Lando Norris deviendra champion du monde d'ici la fin de la saison? C'est quoi ta réponse? Je pense, non, je pense qu'il va manquer de temps. Mhm. Je pense qu'il va manquer de temps. Il sera peut-être pas nécessairement loin, mais il va manquer de temps. On va manquer de temps. Moi, je partage ton avis. Je partage ton avis depuis longtemps. Hmm. Je m'étais déjà avancé là-dessus, mais je trouve ça bon quand même pour le championnat. Puis ce que je trouve bon, là, j'espère qu'il le voit de cette façon-là, c'est bon pour l'expérience de Lando Norris, parce Ouais. que la saison prochaine, tu vas être dévié avec moi, je suis persuadé, on va probablement avoir la meilleure saison de F1 peut-être dans l'histoire du sport. Avec où ce qu'on s'en va, là, avec Mhm. l'évolution des voitures, à la parité qui s'est installée sur la grille, ça va être probablement le championnat le plus serré dans l'histoire, du moins je l'espère. Donc, toute l'expérience, tout le bagage qu'il est capable de prendre cette année avec ces bagarres-là et le code de conduite qui va être installé, toutes ces choses-là qu'il va être capable de bien le maîtriser, le comprendre comme Verstappen est capable,
eh bien, c'est toutes des choses qu'il va être capable d'avoir en banque pour l'année prochaine s'il veut compétitionner parce qu'il y a un dénommé Oscar Piastri qui va avoir une saison de plus sous la cravate et qui risque d'être assez dangereux. Et il va peut-être avoir des frictions chez McLaren l'année prochaine. Donc, tout ce que Norris est capable de prendre, est capable d'avoir un peu plus de hargne dans son jeu, là, je pense que ça va être payant pour l'année prochaine. Il en aura besoin. Leclerc, troisième, on le mentionnait, perdu sa position vers la fin de l'épreuve, quand même réussi à aller chercher le meilleur tour, un point qui pourrait être Mhm. important pour le championnat des constructeurs. Hamilton, quatrième. Hamilton, on le disait, hein, la nouvelle génération des Mercedes, ça lui a pris 12 tours dépasser son coéquipier George Russell, qui avait même réussi à le dépasser au cours de l'épreuve, parce qu'Hamilton avait eu le dessus sur lui dans le départ. Es-tu, encore une fois, je te demandé en qualif, mais es-tu surpris que ça a pris 12 tours à Hamilton de dépasser l'ancienne génération de la Mercedes? Je regardais Hamilton derrière Russell et je me suis dit, il faut qu'il soit en bas de, on va dire, 6 dixièmes de seconde pour pouvoir tenter un dépassement parce qu'à chaque fois dans le dernier secteur, Hamilton se rapprochait, mais lorsqu'on arrivait dans le fameux stadium, Russell arrivait à s'échapper. Il se donnait tout le temps un petit coussin supplémentaire pour avoir assez d'avance dans la ligne droite pour éviter que Hamilton se rapproche trop près de lui pour le tenter un dépassement au virage numéro 1. Et là, ça a pris assez longtemps à Hamilton pour pouvoir finalement réussir à dépasser Russell. Euh, oui, oui, je suis d'accord avec toi. J'étais quand même assez surpris. Mais j'ai trouvé que Hamilton était peut-être pas assez incisif, peut-être dans le dernier secteur. Peut-être qu'il en manquait un petit peu, ou il voulait pas risquer un accrochage aussi. Ça aurait été assez catastrophique. Mais finalement, il a réussi à le passer. Donc, quatrième place pour Hamilton et cinquième pour Russell. Cinquième pour Russell, sixième pour Verstappen, qui s'est donné lui-même du rattrapage à faire. Il Mhm. a eu à remonter le peloton. Il a eu l'équivalent de 2-0 puis, pendant que tout le monde en a fait seulement qu'un. Quand même réussi à terminer sixième. Encore Mhm. là, on n'a pas le choix de le dire. Il a couru après son propre malheur, mais il a quand même bien récupéré. Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ça. Est-ce qu'on est vraiment surpris de voir à quel point il a remonté rapidement le peloton? Non. C'est un triple champion du monde. Même s'il ne faut pas passer sous silence des exploits comme ça, il prouve encore une fois de l'ampleur de son talent en allant sixième. Il n'y avait aucune chance de rejoindre Hamilton, fait qu'à ce moment-là, il a commencé Mhm. à maîtriser, contrôler un peu la température de son moteur, ses pneus, ménager un peu la voiture pour être sûr de ne pas se faire avoir en fin d'épreuve par un dénommé Oscar Piastri qui faisait tout un rattrapage lui aussi. Septième pour Magnussen. Wow, Mhm. septième pour Magnussen, Ouais. ça c'est une très très belle performance. Il a réussi aussi en fin d'épreuve à ne pas se faire rejoindre par Oscar Piastri qui a terminé huitième. Ça vient vraiment couronner un très très beau week-end, probablement son meilleur week-end de la saison du côté de Kevin Magnussen, là. Ouais, d'accord avec toi. C'est vraiment son meilleur week-end de la saison. C'est son meilleur week-end depuis quand même assez longtemps. Mhm. Sinon, pour avoir un très bon week-end de Magnussen, je trouve qu'il faut remonter à 2022. Dans les Quand premiers même. Grands Prix, je sais qu'il y avait eu la pole à Sao Paulo. Au Brésil l'année passée. Oui, quand même, mais je dirais que son retour en F1 en 2022 avec la Haas à Bahreïn était quand même assez spécial. Était quand même assez bon. Mais en fin de semaine, Magnussen, là, il était là, présent. Peut-être une belle tournée d'adieu pour lui, pour Kevin Magnussen. C'est bon. C'est deux arrivées dans les points consécutifs. Donc, bravo. Il pointe maintenant au 13e rang des pilotes. Je ne m'attendais pas à le voir à cette position-là au début de la saison, je peux te le garantir, Martin. Ben, il était dans nos déceptions au bilan de la saison, puis on l'avait même mis, il était parmi les quelques pilotes qui avaient eu quoi, un C- de ta part, je pense. J'ai pas Mhm. encore la note là, sous la main, mais c'était pas loin de là. C'était complètement justifié. J'avais la Mhm. même chose, moi aussi, de mon côté, si ma mémoire est bonne. Du côté de Piastri, Piastri est parti en médium, malgré qu'il était à l'arrière du peloton. Il a réussi à faire pratiquement 40 tours sur ses gommes médiums. Ça nous démontre encore une fois que la McLaren n'est vraiment pas dure sur les pneus. On est capable de contrôler la détérioration des gommes. Huitième pour Piastri, très belle remontée, rattrapé un samedi difficile. Neuvième pour Hülkenberg, on le disait,
Ça fait que les deux voitures Haas ont accumulé beaucoup de points au cours de ce week-end-là. Pendant ce temps-là, Aston Martin remporte 0 points. Même chose pour Racing Bulls, même chose pour Alpine. Alors, un week-end idéal pour l'écurie américaine lorsqu'on regarde du côté constructeur. Ce que je dis, Alpine fait pas de points, c'est pas vrai. On en fait un avec Gasly qui a terminé 10e. Une belle Mhm. performance pour lui aussi. J'ai un petit peu en accéléré autour du peloton là, parce que ça tire déjà à sa fin. Mais tu me le dis là, si jamais tu veux rattraper sur quelque chose. 11e pour Stroll. Je pense que c'est un bon week-end quand même pour lui. C'est malheureux pour ce qui est arrivé en qualification, mais 11e quand même pour Aston Martin. On dit, tu le disais toi-même, tu ne l'attendais pas à aller voir dans le coup. Il avait parti en gomme dure. On avait essayé quelque chose sur la stratégie. Ça a été payant. On s'est retrouvé jusque-là. Franco Colapinto termine 12e. Il a eu des belles bagarres. Il a montré son talent. Lui, on le sait, en audition, comme d'autres pilotes, il veut montrer ce qu'il sait faire. Je trouve qu'il nous l'a montré. Il a montré qu'il était capable d'être agressif, capable de défendre, capable de commettre Ouais. un peu des erreurs aussi, à arracher un aileron sur la voiture de Lawson en fin d'épreuve. Mais ce que j'ai trouvé qui était le plus notable de son week-end, c'est que dans la course, il est parti en gomme dure. Il a réussi à les faire durer pendant une quarantaine de tours. Ça, je trouve que c'est très, très bien pour un pilote. On sait à quel point que c'est le petit côté des fois qu'on n'a pas lorsqu'on arrive en F1, c'est d'être capable de ménager nos gommes. Ocon, 13e, bonne récupération, on le disait, là, c'était pas facile, partie de la ligne des puits. 14e pour Bottas, gagné une position à travers, à comparer de où ce qu'il est parti. Bien sûr, il y a eu des pilotes qui n'ont pas fini, ça aide à ce moment-là, mais quand même, on prend ce qui passe de son côté. 14e pour Bottas, 15e pour Guan Yu Zhou, 16e pour Lawson avec les circonstances, s'est fait arracher un bout d'aileron par Colapinto. Aussi essayer d'aller chercher le tour le plus rapide, ça a fait jaser ce qu'on a tenté le coup chez Racing Bulls, mais c'était avec le problème d'aileron, donc c'est pas comme ça on a décidé d'arrêter juste pour ça. Et du côté de Sergio Perez, le pire des scénarios pour un Grand Prix à la maison, il termine dernier. Donc, est-ce que ça me vaut un autre aïe aïe de ta part? C'est aïe aïe avec une coupe de verre de tequila. Non, je pense que ça va prendre une coupe de verre de tequila hein, pour faire passer ce Ouais, c'est aïe-aïe-là. ça. Ouais. Ah, c'est pas facile, ça, c'est pas. Écoute, je vais pas m'acharner sur lui. Je l'avais dit que je considère que c'est la faute à Red Bull de l'avoir laissé dans ce banc-là. Sauf que lorsque tu as autant d'expérience que lui et tu positionnes ta voiture à la Mm. mauvaise, tu positionnes ta voiture à l'extérieur de ton carré, de ta grille pour un départ et tu Mm. commences une épreuve où tu es déjà à l'arrière du peloton puis tu te mérites une pénalité en plus à cause de ça. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Tu sais, je sais qu'on l'a dit, on a utilisé à peu près tous les mots. Tu as utilisé aïe aïe pendant tout le balado, mais je sais pas quoi dire à ça. Je te laisse la parole là-dessus de ne pas positionner sa voiture dans sa grille de départ puis d'avoir une pénalité. Je sais pas. Mm. Je sais pas. Et en plus, Martin, bon, il a endommagé sa voiture là, Avec dans Lawson. sa bagarre avec Lawson, effectivement. Et par la suite, Lawson l'a redépassé dans la ligne droite et il lui a fait un doigt d'honneur. Tout pour lui taper sur la tête. Et le message subtil pour dire, je pense pas que c'est ça que Lawson doit se dire, mais je l'apprécie beaucoup en voulant dire, regarde bien, c'est moi qui vais l'avoir ton volant. Ah, j'avais pas vu Lawson a fait un doigt d'honneur à Sergio Ouais, Perez. Oh, ouais, bon. Ah, c'est ouais. bon. Après le bagarre, il s'est fait des petites touchettes là, Ouais. juste après la deuxième ligne droite, après le premier enchaînement des virages. Là. Et ouais, ça s'était touché un petit peu et tout. Et après ça, il avait envoyé le doigt d'honneur. Ouais. Et bon, je trouve, on n'a pas de certitude encore, mais je trouve que c'est un petit symbole. Ouais, ça pourrait être quelque chose qui va être tu sais, en fin de saison ou quoi que ce soit qui Mm. pourrait rester là. C'est un moment-là où ce que Sergio Perez a. Ouais, je pense qu'il y a tellement de moments qu'on pourrait choisir pour dire où il a perdu son volant, mais en tout cas, c'est un concours de circonstances, puis d'erreurs, puis en tout cas, manque de jugement, de manque de contrôle. C'est plein de choses du côté de Mm. Perez depuis le début de la saison. Ça va vraiment pas. Pas toutes les fois qu'on pense que ça va mal, mais il réussit à en rajouter une couche. Puis je dis même depuis cette saison, c'est depuis la saison dernière. C'est depuis même la saison. C'est dur de savoir quand est-ce que ça a commencé tellement ça fait longtemps. En tout cas, tu pour dire, il termine dernier. Ton pilote de la journée, je pense que c'était assez simple hein, d'en nommer un aujourd'hui. Oui, et moi j'y vais tout seigneur, tout honneur avec le grand gagnant, Carlos Sainz. Même chose pour moi, pas de chicane là-dessus.
même si on chicane pas souvent. Carlos Sainz, c'est le pilote de la journée pour moi aussi. Il y a quand même eu des mentions honorables aux jeunes pilotes qui ont bien fait, des belles bagarres, s'en sont bien tirés d'affaires. Il n'y a personne qui a eu l'air déclassé, qui n'avait pas d'affaires là. J'enlève Perez là, parce que quand même, c'est un gars d'expérience, mais il y a eu des choses bizarres. Mais je veux dire, quand même, les jeunes pilotes ont montré là, que, tu sais, autant Lawson, capable de se battre, capable de garder la voiture en piste, capable de contrôler la dégradation des pneus. Même chose pour Franco Colapinto. Donc, je pense que l'avenir de la F1 est entre bonnes mains. On a des très, très bons jeunes qui poussent. Et puis, les Mhm. vétérans ont bien mieux de se tenir tranquille et d'être à leur affaire et de faire des bonnes performances puisqu'il y a de la relève qui pousse en F1. Et ça, je trouve ça très, très le fun, autant pour les partisans, pour le sport, pour les écuries aussi, d'avoir des bons talents comme ça sous la main. Là, je trouve que c'est vraiment le fun de voir ça. Je voulais donner un petit compte rendu aux gens là, pour le championnat des pilotes. On l'a déjà mentionné. Championnat des constructeurs, 566 points pour McLaren. Ferrari est maintenant à 29 points. Donc, c'est tout à gagner là, au cours des prochaines courses. On a le momentum, on a le vent dans les voiles pour l'instant. Donc, c'est atteignable pour eux. Et 54 points maintenant, Red Bull, de retard sur l'écurie McLaren. Donc, McLaren ne se bat plus vraiment avec Red Bull, même s'il faut les garder à l'œil. Mais c'est vraiment Ferrari, notre adversaire, d'ici la fin de la saison. Donc, pas facile pour McLaren de savoir qu'on se bat avec Verstappen pour le championnat des pilotes. Donc, il faut faire attention dans nos stratégies, mais il faut aussi avoir Ferrari à l'œil parce qu'on peut se faire jouer des tours. Donc, il va falloir être très attentif dans nos choix de stratégie d'ici la fin de la saison. Kevin, on se donne rendez-vous lundi prochain déjà. C'est un 3 en Mhm. 3. Grand Prix du Brésil, c'est toujours super intéressant. Je sais que tu l'apprécies beaucoup. C'est un classique Mhm. de la F1, un circuit Ouais. qui est fait pour un spectacle. C'est un week-end sprint en plus. Je pense que c'est le meilleur circuit pour avoir des week-end sprint. Donc, sur Mhm. ce, je te remercie d'avoir été avec nous pour nous fournir encore une fois tes analyses, tes opinions concernant ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et je te souhaite une excellente semaine en attendant qu'on se reparle pour le Grand Prix du Brésil. Au grand plaisir, Martin. Merci à vous tous. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 28 octobre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge du Weekend Sprint qui se déroulera au Brésil. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, et nous suivre aussi sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.